Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mine d'or. Donc l'or, c'est vrai que c'est déjà un sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo. Alors pourquoi je continue à m'intéresser à ce domaine? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions sur les marchés, il y a des mauvais indicateurs macroéconomiques, notamment des récessions qui semblent arriver dans certaines parties du monde. Et donc, il est important de savoir quels sont les types d'actifs qui peuvent éventuellement nous protéger contre un crack des marchés actions, des actifs qu'on peut appeler antifragiles, et l'or en fait partie. Il y a deux moyens d'investir dans le domaine de l'or, ou bien d'acheter de l'or physique, ou bien d'acheter des parts de société, qui sont des parts de mines d'or, qui extraient de l'or. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui en détail. Allez, c'est parti. Dans l'ordre aujourd'hui, on va regarder d'abord les caractéristiques du marché des mines d'or. Ensuite, on va regarder le niveau des valorisations de ces sociétés. Et enfin, j'ai sélectionné pour vous un exemple de mine d'or qu'on va analyser ensemble. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup à développer la chaîne. On est dans une situation aujourd'hui où on a à la fois des tensions sur les marchés, et également des indicateurs macroéconomiques assez mauvais. Donc, je vais donner deux exemples. Au niveau des tensions sur les marchés, ce qu'on peut regarder classiquement, c'est l'indice qu'on appelle le VIX, également appelé indice de la peur. C'est un indice qui mesure la volatilité sur les marchés, et donc la tension en réalité des marchés. Historiquement, ce qu'on voit, c'est que quand on commence à dépasser des valeurs de 20 à 25 à peu près, eh bien, on rentre dans une zone rouge. Donc vous voyez historiquement, hein, et donc les périodes les plus calmes sont des périodes où on a durablement un indicateur qui est inférieur à 20. Donc là, ce qu'on peut voir, si je zoome un petit peu sur les 2 dernières années, c'est que c'est vrai qu'on a passé la plupart du temps au-dessus de 20, voire parfois pendant assez longtemps au-dessus de 25. Donc on a vraiment une persistance, hein, depuis à peu près la pandémie qui a eu lieu ici, une persistance d'un VIX très, très haut. Et si ensuite on regarde un indicateur macroéconomique, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais donner. Là, j'ai pris un exemple, celui de l'indice de l'Université du Michigan, le Consumer Sentiment Index, hein, qui est un des indices de l'Université du Michigan le plus connu. Eh bien, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est à donc 51,5. Vous voyez ici, on est quasiment au plus bas depuis la création de l'indice. C'était il y a à peu près 45 ans. Donc voilà, c'est un indicateur parmi d'autres, hein, qui démontre la faiblesse aujourd'hui de l'économie mondiale. Avant de rentrer plus dans les détails, je voudrais de façon globale donner mon avis sur cette typologie de classe d'actifs dont on parle aujourd'hui, les mines d'or. Elles font partie des actifs antifragiles. Donc c'est des actions un peu particulières. On n'est pas, c'est pas comparable à une action comme Danone par exemple, qui va pouvoir être une action de fonds de portefeuille que vous pouvez garder très longtemps, dans laquelle vous pouvez réinvestir toujours les dividendes et espérer sur du très long terme en gardant l'action une bonne rentabilité. Là, c'est assez différent. C'est à mon avis des actifs qui va être intéressant de détenir pendant certaines périodes, mais pas toujours. Je vais donner deux exemples qui sont les deux plus grosses sociétés nord-américaines dans le domaine des mines d'or. Vous avez ici Barrick Gold, donc vous voyez son évolution au cours des 20 dernières années à peu près. Tout d'abord, vous voyez il y a des dividendes qui sont versés de manière très régulière, donc ça c'est un point positif. En revanche, vous voyez qu'il y a une énorme volatilité. On va, en fonction des périodes, évoluer entre 15 voire 10 dollars par action. Et on va pouvoir monter jusqu'à ici plus de 50, avec des variations souvent très très fortes sur des périodes très courtes, à la hausse comme à la baisse. Donc on est vraiment sur un actif assez volatile. Et si on regarde l'autre société très connue nord-américaine qui s'appelle Newmont Corporation, donc là c'est un peu la même chose sur les 20 dernières années. Vous voyez que on a toujours également du dividende versé de manière très régulière. En revanche, la même chose, on a des variations très fortes du cours, entre 20 à peu près dollars par action, et ça monte là récemment encore jusqu'à quasiment 80, 85, avant de rebaisser très violemment à 45. Donc voilà, de la même façon, il y a une très forte volatilité. Et donc, encore une fois, à mon avis, ça va être en termes de gestion de portefeuille
des titres pour lesquels, qui seront à détenir pendant certaines périodes, mais pas toujours. Donc il faudra savoir identifier les bons moments pour rentrer, mais également pour vendre sa ligne. La production mondiale d'or se situe aujourd'hui entre 3500 et 3600 tonnes par an à peu près. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. La production avait progressé jusqu'en dans les années 2017-2018 à peu près. Et c'est vrai que depuis, on est sur un plateau, on a l'impression, malgré, on le voit ici, une hausse du cours de l'or ces 2 dernières années. Si on regarde les pays qui sont les plus gros producteurs d'or, eh bien c'est la Chine, la Russie, l'Australie, le Canada et les États-Unis. C'est d'ailleurs dans ces pays-là qu'on retrouve les sièges sociaux des principales majors aurifères mondiales. En termes de coût de production, donc ce qu'on appelle l'AISC, c'est le All-in Sustaining Cost. Donc là, il y a un élément important, c'est que aujourd'hui, vous voyez qu'on se situe, on se rapproche des 1250 dollars par once aujourd'hui. Donc on a eu à la fois en 2021 et 2022, là on est en trimestriel sur ce graphique, et en 2022, une hausse qui commence à être un peu significative des coûts de production. Donc ça va être important ensuite dans l'analyse qu'on va faire des mines d'or. Dernier point concernant le marché. Ici, j'ai repris une communication de Barrick Gold, la grande société donc aurifère, lors de son rapport annuel 2021. Donc, ce qu'ils expliquent ici, c'est que effectivement, ils observent, compte tenu de la hausse des cours de l'or pendant les 2 dernières années, ils observent une hausse des investissements en exploration et en production. Donc ça, très clairement. En revanche, parallèlement, ils voient également arriver la hausse des coûts de production. Et donc, pour eux, la conclusion, c'est que il n'y a pas pour l'instant de possibilité d'augmentation durable des volumes de production. Également, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur l'or, il y a eu un manque ces dernières années de découverte de gisements majeurs. Et donc, ce qu'on peut dire par rapport aux années qui viennent, donc dans les 5 ans qui viennent, on va dire à peu près, on peut estimer que le secteur, au niveau de l'offre, n'a pas la capacité à augmenter de façon durable sa production. Compte tenu de l'activité d'extraction de l'or qui utilise eh bien encore des produits chimiques, par exemple on le voit ici comme du cyanure dans le cadre de cette mine d'or, eh bien c'est un domaine dans lequel les normes ESG et le respect des normes ESG est vraiment très important pour ces compagnies aurifères. Donc là vous voyez sur le site du World Gold Council, la principale association dédiée à l'or, eh bien, il y a toute une partie qui est dédiée aux normes ESG. Il y a vraiment tout un dossier complet. Donc ces normes, elles ont un impact, c'est sûr, sur l'augmentation des coûts de production, mais également elles sont très importantes pour les sociétés parce que si elles ne sont pas respectées, je pourrais dire, eh bien, cela peut avoir un impact extrêmement négatif sur les mines et leur capacité à se développer, à continuer à produire. Donc vous voyez que par exemple, des sociétés qui créent des ETF comme Sprott par exemple proposent des ETF or ESG, spécialement ESG. Euh, Pendant qu'elles sont en production, les sociétés doivent publier un rapport ESG. Donc là, on a un exemple, c'est le Responsible Gold Mining d'une société. Vous voyez ici, c'est un rapport extrêmement complet de plus d'une centaine de pages avec énormément d'indicateurs. On a par exemple des indicateurs comme les quantités de produits chimiques qui sont utilisés. Là, on a par exemple du cyanure qui est utilisé dans ce cas. Mais il y a aussi des indicateurs liés aux quantités de produits qui sont recyclés. Il y a ensuite des indicateurs sur les quantités d'eau utilisées, quantités d'électricité utilisées. Donc c'est vraiment un rapport qui est extrêmement complet. Et ça, c'est dans le cas d'une société qui est déjà en cours de production d'or. Et il y a les mêmes types de contraintes avant, en fait, pendant toute la phase préparatoire, avant le début de l'extraction de l'or. Et là, je voudrais vous donner un exemple assez intéressant.
Donc il y a une mine qui se situe en Alaska qui s'appelle Donlin Gold Mine, donc à cet endroit, qui en fait a été découverte il y a très longtemps, en 1988. Donc ça fait maintenant pas mal d'années. Alors le véritable début de l'investissement a commencé en 2001 à peu près, 2001-2002. Aujourd'hui, la propriété se répartit à 50-50 entre Barrick Gold et une société qui s'appelle Nova Gold. Et donc ces deux sociétés investissent pour développer le site, mais le site n'est toujours pas en production. Hein. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que de l'argent est investi. Vous pouvez voir ici par exemple que donc, ces dernières années, il y avait quelques dizaines de millions de dollars qui étaient investis par an. Il a été prévu en 2022 de mettre un budget de 60 millions de dollars, alors que l'extraction ne va pas commencer en 2022, ni peut-être sans doute en 2023. Donc c'est vraiment un processus extrêmement long. Et dans ce processus, il y a effectivement toutes les obtentions des autorisations et notamment, il y a beaucoup de contraintes environnementales. Donc là, vous avez l'exemple ici de cette mine. Vous voyez qu'ils ont dû faire un dossier sur, par exemple, la protection des poissons dans la région. Donc il y a vraiment tout un travail à faire qui peut durer plusieurs années. Dans le business model d'une mine d'or, il y a en fait trois étapes. La première étape, c'est la préparation. Il faut investir pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour préparer le terrain, préparer les dossiers, obtenir les autorisations. Ça coûte souvent beaucoup d'argent. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase de production et d'extraction d'or, qui est ensuite vendue. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de cash flow qui sont générés. Et ensuite, lorsqu'il n'y a plus d'or, alors parfois il y a des agrandissements un petit peu des mines, mais in fine, à un moment donné, il n'y a plus d'or, et donc là, il faut fermer la mine totalement, et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de revenus sur cette mine. Quand on analyse le business model d'une mine d'or, on se rend compte que le véritable actif qui est généré, c'est tout simplement les cash flows qui sont générés par l'activité de la société, puisque in fine, en réalité, même si parfois on arrive à agrandir un petit peu une mine, mais in fine, la mine est fermée lorsqu'il n'y a plus d'or à extraire. Et donc le seul actif, c'est la trésorerie qui a été générée. C'est pour ça que quand personnellement j'analyse une mine d'or, pour moi il est très important de regarder le rendement sur dividende. Je vais sélectionner vraiment en priorité des mines pour lesquelles j'arrive à obtenir un rendement sur dividende assez élevé parce qu'il faut vraiment que l'argent qui a été généré, l'actif qui a été généré, revienne en partie vers les actionnaires qui ont financé le développement de la mine. Que peut-on dire aujourd'hui sur le niveau de valorisation des mines d'or? Alors d'abord on regarde les grandes sociétés minières. Donc là on est plutôt sur les sociétés minières cotées aux États-Unis. Donc ce qu'on regarde sur ce graphique, c'est un ratio entre un indice qui regroupe ces sociétés minières et le S&P 500. Donc on divise l'indice des minières par le S&P 500 et on obtient ce graphique. Vous voyez, on a l'historique là depuis 1996. Et donc, on a quand même vraiment le sentiment qu'on est à un point bas hein, en ce moment, ou en tout cas très proche d'un point bas sur ce graphique, donc qui analyse les majors orifères. Et si on regarde des sociétés de taille plus modeste, donc là on a un autre indice qui a été développé qui s'appelle le MVIS Global Junior Gold Miners. Donc là on est sur des plus petites sociétés et je vais vous montrer le graphique, vous le voyez ici. Donc là on l'a depuis 20 ans. Et donc là également, vous voyez que et bien sûr cet indice, on a le sentiment d'être quand même plutôt proche des plus bas historiques. Regardons d'abord plus en détail les majors orifères, c'est-à-dire les plus grandes sociétés de production d'or. Donc là, j'en ai sélectionné 6 pour vous. C'est les plus grandes capitalisations boursières mondiales dans le domaine de l'extraction de l'or. Donc il y a Newmont, Zijin, Barrick Gold, Agnico Eagle, Gold Fields et Polius. Vous voyez que les sièges sociaux sont eh bien dans les principaux pays producteurs d'or, à savoir les États-Unis, la Chine, le Canada, Afrique du Sud et Russie.
mais avec des localisations derrière des mines qui sont détenues par ces groupes, qui est elle, beaucoup plus diversifiée, donc sauf pour Polius qui est uniquement focalisé sur la Russie, mais sinon les mines se répartissent d'habitude entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et également Australie. Si on regarde le chiffre d'affaires de ces sociétés, vous voyez qu'on est entre 4 et 34 au maximum, sachant que pour la société chinoise, on n'a pas uniquement de l'extraction de l'or, mais on a aussi beaucoup d'autres métaux, et notamment des métaux précieux. Mais voilà, vous voyez qu'au maximum, on est à 12 milliards de dollars. Et en termes de capitalisation, on se situe entre 18 et 37 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, peut-être pour comparer le chiffre d'affaires, on peut comparer ça eh bien, à la valeur mondiale de la production d'or qui est de 3600 tonnes par an. Donc ça représente à peu près 200 milliards de dollars par an. Voilà, donc pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, la première chose qu'on peut regarder, c'est la valeur d'entreprise que je vous ai indiquée ici. Donc, on peut comparer à la capitalisation. Quand vous avez une valeur d'entreprise qui va être supérieure, ça veut dire qu'on a une dette nette positive pour le groupe. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu d'endettement, mais pas énormément. Un petit peu plus pour Barrick Gold et pour la société chinoise. Mais c'est pas, on va dire, des majors qui sont excessivement endettés. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les ratios de valorisation. Donc là, j'en ai mis trois. D'abord, la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, le PER, et la valeur d'entreprise divisée par le CA. Donc on va commencer par la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, personnellement, quand je regarde des sociétés et que je fais une analyse de valorisation, souvent je considère qu'il va commencer à être intéressant de regarder des sociétés lorsque le ratio VE sur EBITDA est inférieur à 7. Donc là, vous voyez que, mais il n'y en a pas beaucoup, il y a juste Barrick Gold qui est légèrement inférieur à 7, mais globalement, c'est pas un indicateur qui semble montrer qu'on est sur des niveaux de valorisation très attractifs. Ensuite, au niveau du PER. Donc là, je vous rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pour ce qui est du PER, personnellement, je considère d'habitude que il faut plutôt viser au moment de l'achat des PER inférieurs à 10. Et donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, il y a uniquement Polius, la société russe, qui a ce niveau de valorisation inférieur à 10. Donc c'est pas une société qui est accessible aujourd'hui hein, à l'achat, puisqu'elle est sur le marché russe. Et c'est vrai qu'on a même des ratios là de PER qui montent à 46 pour Newmont. Donc c'est vraiment pas, on va dire, pas très bon marché aujourd'hui. Et le dernier ratio, je vous ai mis la valeur d'entreprise divisée par le CA. Donc pour moi, c'est un ratio que j'utilise moins, qui me semble, qui n'est pas toujours pertinent. Néanmoins, quand je l'utilise, je vais plutôt viser des ratios qui sont inférieurs à 1. Et là, vous voyez qu'il n'y en a aucune des sociétés est inférieure à 1. Donc, de façon globale, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les majors orifères, c'est que elles sont plutôt bien valorisées. Il n'y a pas vraiment, il ne semble pas avoir d'opportunités très intéressantes à l'achat par rapport à mes critères. Il y en a même certaines comme Newmont, par exemple, qui semblent un petit peu chères aujourd'hui. On passe maintenant à des sociétés de taille beaucoup plus modeste, ce qu'on appelle les small et mid cap. Là, je vous ai fait une sélection de 6 sociétés. Donc vous voyez, elles se situent un peu dans le monde entier, hein, Turquie, Canada, Australie, Royaume-Uni, Afrique du Sud. En termes de diversification des mines, là, ça va être contrairement aux majors, souvent des sociétés qui possèdent beaucoup moins d'actifs. Souvent, il n'y a qu'une seule mine hein, en exploitation dans ces sociétés-là. Donc on est sur des capitalisations qui vont être situées ici entre à peu près 500 millions de dollars et ça monte jusqu'à ici 3,7 milliards de dollars pour B2 Gold. Donc on est d'abord, première chose, si on regarde la valeur d'entreprise.
et qu'on essaie de voir par différence un peu le niveau de dette nette, vous voyez que c'est encore plus marquant que pour les majors. Ici, on a très peu de dettes hein, dans tous ces groupes. Alors peut-être uniquement ici pour Hochschild Mining. Mais sinon, pour les autres, on a très peu de dettes, voire une trésorerie positive, hein, donc trésorerie nette positive. Ensuite, si on passe aux éléments de valorisation, là, eh bien, on est tout de suite beaucoup plus attractif que pour les majors. Donc, si on commence par la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, là, donc j'avais donné mon seuil personnel hein, d'intérêt qui est situé à 7. Et donc là, vous voyez que eh bien, toutes les sociétés sont en dessous de ce seuil-là, pour certaines même extrêmement bas, ici à 1,5 pour Torex. Au niveau du PER, là aussi, j'avais donné mon seuil qui était autour de 10. Et donc là, on voit que quasiment toutes les sociétés, sauf Ramelius, sont inférieures à 10. Donc vraiment des niveaux qui commencent à être très attractifs. Et enfin, au niveau du ratio VE sur CA, donc quand je le regarde, bah, je recherche des niveaux inférieurs à 1. Et donc là aussi, vous voyez qu'on trouve des sociétés qui ont un ratio inférieur à 1 là-dessus. J'ai rajouté le rendement sur dividende, parce que pour moi, c'est quand même un élément important. Donc en fonction du niveau de développement des mines, eh bien elles vont délivrer ou pas du rendement. Donc vous voyez que là, c'est pas toujours le cas. Il y en a une qui délivre un bon rendement à 7%. Ça commence à être intéressant, mais c'est pas toujours le cas. Donc en résumé, ce qu'on voit quand même très clairement, là j'ai fait une sélection vraiment très rapidement, et on voit de manière très claire que les niveaux de valorisation sur les small et mid cap en ce moment sont vraiment beaucoup plus attractifs que pour les majors. Quels sont les critères de sélection d'une mine d'or? Donc j'en ai sélectionné 4 pour vous. Tout d'abord, on a le risque géopolitique. Habituellement, on considère que pour être dans une zone où le risque géopolitique est le plus faible possible, il vaut mieux être pour l'extraction d'or en Amérique du Nord ou bien en Europe. Hein, donc en Europe, il y a très peu de gisements d'or, il y en a un petit peu en Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'après, quand on va dans d'autres zones, le niveau de risque géopolitique est plus élevé. On peut toujours avoir des problèmes juridiques avec les gouvernements en place, et on peut avoir aussi des non-respects du droit de propriété. Le deuxième critère à évaluer va être la qualité du gisement. Il y a un indicateur qui permet d'évaluer cette qualité, c'est ce qu'on appelle en anglais le grade. Globalement, ça correspond au pourcentage d'or qu'on va trouver dans le minerai. Ça se mesure en grammes d'or par tonne de minerai qui est extrait de la mine. Et donc là, il va falloir faire une distinction entre deux cas de figure, le cas des mines à ciel ouvert et le cas des mines souterraines. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Donc pour le cas des mines à ciel ouvert, on va avoir des coûts d'extraction qui vont être beaucoup plus faibles. Et donc on va pouvoir accepter des quantités, des densités modestes dans le minerai. Donc en moyenne, on est entre 1 et 4 grammes d'or par tonne. Alors que pour les mines souterraines, où les coûts d'extraction et les investissements nécessaires sont beaucoup plus élevés, eh bien là, on va commencer à 4 grammes d'or par tonne de minerai, et on va pouvoir monter jusqu'à 10 grammes d'or par tonne de minerai. L'évaluation de la qualité du gisement va être en fait assez simple. Plus vous allez avoir une densité élevée, un grade élevé, et plus votre gisement sera de qualité. Le troisième critère, c'est un critère de solidité financière. Donc il va falloir effectivement aller vérifier un certain nombre de ratios financiers, d'éléments financiers, notamment eh bien, le niveau de marge qui est réalisé par la société. Est-ce qu'elle a ou pas beaucoup de dettes? Dans ce cas-là, on compare souvent la dette à l'EBITDA, pour voir un petit peu si la dette est risquée ou pas. Et ensuite, il faut également regarder les niveaux de capitaux propres pour être sûr que la société va être capable de passer certaines périodes difficiles si jamais le cours de l'or baisse beaucoup. Et enfin, le dernier critère, c'est un critère lié au coût d'extraction.
Donc là, on en a déjà parlé. Les coûts d'extraction moyens en ce moment sur le marché sont à 1250 $ l'once. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est regarder quel est le niveau de ces coûts d'extraction, c'est-à-dire l'AISC, All-in Sustaining Cost, pour la société que vous étudiez, et globalement le comparer au cours de l'or ou au cours auquel la société arrive à vendre son or, ceci pour voir si elle arrive à dégager suffisamment de marge. À ce sujet, je voudrais faire un commentaire particulier. Donc, il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec les sociétés minières, c'est qu'il y a un effet d'accélération qui peut être observé dans certaines situations, notamment quand le cours de l'or va augmenter de manière significative. Donc là, je vous donne un exemple. On part d'une situation initiale où les coûts d'extraction par once sont de 1200 $ l'once, avec un cours donc c'est pour prendre un exemple, un cours de l'or à 1500 $ l'once. Donc ce qui veut dire qu'on fait une marge de 300. Et donc ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qui se passe pour la marge de cette société si jamais le cours de l'or augmente brutalement de 25%. Sans variation des coûts d'extraction pour la société. Donc c'est la modélisation que j'ai fait ici. On reste à 1200 pour les coûts d'extraction. On monte à 1875 pour le cours de l'or. Et donc dans ce cas-là, la marge passe à 675. Donc très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a un cours qui est multiplié par 1,25, donc 25% de hausse. En revanche, la marge, elle, augmente beaucoup plus rapidement. Elle est multipliée par 2,25. Donc ça, c'est l'effet d'accélération qui est spécifique à ce marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir une appréciation derrière une hausse du cours de l'or, une appréciation du cours de la société qui, elle, va être beaucoup plus forte. Ça marche à la hausse et ça marche aussi à la baisse, c'est-à-dire que si on a une variation forte à la baisse du cours, eh bien on peut se retrouver avec un cours qui devient inférieur au coût d'extraction et donc dans ce cas-là, la mine n'est plus du tout rentable. Comme promis en début de vidéo, on va regarder maintenant très concrètement une analyse sur une mine d'or qui s'appelle Torex Gold Resources. Donc c'est une société qui est basée au Canada, dont le siège social est au Canada, mais dont l'exploitation se trouve au Mexique. Et uniquement au Mexique, elle a un seul gisement qu'elle exploite à cet endroit-là. Vous voyez ici donc un plan du site. Donc il y a deux parties. La partie nord est en cours d'exploitation. Et ils ont également, un peu plus au sud, c'est juste à côté, à 5 km, une deuxième partie qui est en cours d'exploration avec comme objectif d'arriver à faire continuer le plus longtemps possible l'exploitation dans cette zone. Donc quand vous allez devoir faire une analyse, une des premières choses que vous allez devoir rechercher, ce sont les informations sur les réserves prouvées et probables de la société. Donc là, ça se trouve souvent très rapidement sur le site. Vous les voyez ici dans les actifs, réserves et ressources. On va sur la page directement. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que les sociétés présentent souvent deux types d'informations. Les réserves, c'est ce qui nous intéresse, mais également les ressources minérales. Les réserves, en réalité, correspondent à la quote-part des ressources minérales qui sont économiquement exploitables. Donc pour calculer vos ratios, il faut vraiment prendre ce qu'on appelle les réserves. Donc ici, vous avez un tableau récapitulatif. Ce que vous voyez, et c'est le cas dans beaucoup de mines, c'est qu'il n'extrait pas uniquement de l'or. Il y a également dans cette mine de l'argent et du cuivre. Et donc, pour nous aider, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé dans les deux dernières colonnes un équivalent or, à la fois pour le grade en grammes par tonne, mais également pour les réserves en donc, milliers d'onces. Et donc, pour récupérer ces informations-là, les deux informations importantes, donc, il faut aller les chercher ici au niveau du total. Vous voyez, réserve prouvée et probable. Et donc, on a un grade global de 3,9. Donc c'est correct comme grade, en fait c'est même un peu élevé, et c'est notamment parce que ils ont une partie
des mines qui sont souterraines, donc avec des grades qui vont être un peu plus élevés. Et au niveau donc des réserves totales, on va être à un peu plus de 5 millions d'onces d'or. Ensuite, ce que vous devez faire dans le cadre de l'analyse, c'est aller vérifier les éléments financiers. Donc là, moi, ce que je conseille toujours, c'est de soi-même aller les vérifier en téléchargeant sur le site, dans la partie investisseurs, les rapports. Hein, donc là, vous voyez, vous pouvez ici sur cette page directement télécharger les rapports, visualiser le compte de résultat de la société, le bilan, tout le détail. Et donc là, vous pouvez récupérer les chiffres qui vous intéressent. Également, souvent, il y a des présentations investisseurs. Et là, c'est là, par exemple, que j'ai trouvé des chiffres sur l'activité de la société que je vais utiliser juste après dans le calcul de ratio. Donc, vous voyez, par exemple, pour l'année 2022, il nous donne une estimation des quantités de production d'or qui vont être donc pour l'année 2022. Donc ici, on est à une estimation de 450 000 onces d'or. Et également, on trouve dans ce tableau les coûts hein, de production, les all-in sustaining costs. Là, donc, il devrait s'établir autour de 1 000 $ à peu près par once pour l'année 2022. Et une fois que vous avez terminé vos recherches, vous pouvez remplir votre tableau d'analyse. Donc là, je l'ai fait sur un exemple. Personnellement, j'utilise euh, plus de critères que ça dans mes sélections, mais c'est vraiment pour vous donner le principe. Donc là, vous retrouvez les éléments financiers des sociétés. Donc je compare un Torex Gold dans ce tableau à Barrick Gold pour vous donner des ordres de grandeur au niveau des ratios. Donc on retrouve la capitalisation à 700 millions de dollars pour Torex. Toujours, donc on voit bien qu'on est sur une société qui n'est pas endettée, hein, qui a de la trésorerie. Au niveau des ratios de valorisation, donc vous voyez à la fois sur la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, mais aussi sur la valeur d'entreprise divisée par les free cash flow. Donc là, je l'ai ajouté dans ce tableau comparatif. On est vraiment sur des valeurs qui sont bien inférieures à celles de Barrick Gold. Hein. On est vraiment sur des ratios très attractifs. C'est la même chose pour le PER. Le problème, effectivement, c'est que pour l'instant, pour cette société, on n'a pas encore de dividendes qui sont versés. Je pense que c'est globalement une société qui a accumulé pas mal de cash ces derniers temps et qui avait besoin de eh bien, faire grandir ses capitaux propres. Là, ils y sont bien arrivés. Vous voyez qu'au niveau du ratio de capitalisation divisé par les capitaux propres tangibles, justement, maintenant, on est passé en dessous de 1. Donc ça, pour moi, c'est un signal important qui renforce la solidité hein, financière de la société. Alors après, l'autre calcul à faire, c'est des ratios par rapport aux réserves et à la production d'or. Vous voyez ici, j'ai remis les chiffres de quantité d'or présent, donc prouvé et probable dans les réserves de la société, et également le niveau de production. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais comparer ça à la valeur d'entreprise. L'idée, d'arriver à comprendre comment est-ce que le marché valorise la société. Il est assez cohérent de se dire qu'il doit valoriser le marché à la fois les droits que détient la société sur des réserves pas encore exploitées et également le marché doit valoriser la production, c'est-à-dire que ce qui est concrètement produit aujourd'hui et ce qui concrètement génère du chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc là, vous avez ces deux ratios ici pour Torex dans cette colonne. Et vous voyez que c'est des ratios qui sont vraiment beaucoup plus attractifs que les ratios qu'on obtient pour Barrick Gold. Voilà, quand vous analysez ces ratios, vous devez les comparer à peu près au cours de l'once d'or. Donc on est vraiment chez Torex sur ces deux ratios, sur des niveaux qui sont particulièrement attractifs. Comme je disais tout à l'heure, au niveau du grade, eh bien, on est à un niveau tout à fait correct. Le point un petit peu moins bon chez Torex, c'est le nombre d'années de réserve. Donc ça, c'est un point qu'il faut regarder également, c'est-à-dire que on prend tout simplement le volume de réserve et on divise par la production annuelle et on voit combien d'années on a devant nous de production.
donc il n'est pas très élevé pour l'instant. Maintenant, toutes les sociétés, toutes les minières investissent de manière régulière hein, pour arriver à trouver ou bien de nouveaux gisements ou bien arriver à étendre les gisements existants. Donc c'est ce que fait Torex également. Et donc on peut espérer effectivement que dans les 10 ans qui viennent, ils arriveront à faire augmenter leurs réserves. Et au niveau des coûts d'exploitation, eh bien on voit ici que on est à peu près sur le même ordre de grandeur, autour de 1000, donc c'est plutôt des bons coûts d'exploitation qui sont assez bas par rapport à la moyenne du marché qui est à 1250 USD par once. Pour terminer sur l'analyse de ce titre Torex, on peut regarder l'évolution du cours de bourse au cours des 10 dernières années. Donc ce qu'on voit, c'est que comme souvent pour les minières, on a un comportement très volatile. On varie entre à peu près 10 dollars canadiens par action jusqu'à plus de 30, avec des variations souvent sur des périodes très courtes, très violentes, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on est vraiment aux niveaux les plus bas historiquement sur le titre, mais on est aussi en tendance baissière assez forte. Donc pour l'instant, le titre, je ne l'ai pas encore en portefeuille. Ça fait partie des minières que je surveille vraiment de près parce que je sais que dès aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même très attractifs. Alors je termine la vidéo d'aujourd'hui avec un petit bonus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Il y a un indicateur qui peut vous aider à améliorer, à optimiser le timing d'entrée sur le marché de l'or. C'est un indicateur qu'on appelle les Commitment of Trader. En français, on dit position hedging des commerciaux. Donc globalement, ça correspond, alors ici sur ce graphique, à la ligne rouge que vous voyez. Donc on est sur un chiffre négatif à moins 154 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des positions vendeuses pour un volume de 154 000. Donc ces traders, ces commerciaux tels qu'on les appelle, ce sont en fait des personnes, pour une grande partie, qui travaillent pour les sociétés qui font de l'extraction d'or et qui s'occupent ensuite d'optimiser le prix de vente sur le marché. Donc c'est pour ça, vous voyez ici en rouge, on a les producers, donc c'est bien ces personnes-là. Pourquoi c'est intéressant de regarder les positions de ces personnes-là? Tout simplement parce que ce sont parmi les personnes qui ont les meilleures informations sur ce marché de l'or, et donc notamment sur le niveau du prix. Donc pour arriver à identifier des périodes pendant lesquelles les prix de l'or sont assez bas, eh bien il est intéressant de regarder l'avis de ces personnes-là. Donc globalement, comment est-ce qu'on peut interpréter ce graphique? Eh bien, ces commerciaux-là vont avoir tendance à vouloir vendre des grandes quantités quand ils estiment que les prix sont plutôt bons ou un peu élevés. En revanche, ils vont réduire leur position vendeuse lorsque eh bien, les prix ne leur sembleront plus très attractifs. Donc vous voyez par exemple, récemment, au cours des quelques derniers mois, on a eu une réduction significative quand même des positions vendeuses pour arriver à autour de 110 000 à peu près. Et c'est vrai que sur les 3 dernières années, là on a 3 ans, on est quasiment à la position la plus faible. Si on regarde le graphique sur une durée un petit peu plus longue, donc là je vais mettre 20 ans, eh bien là, on se rend compte qu'il y a vraiment des moments où cette position vendeuse est quasiment à zéro. Donc vous voyez, je vous donne l'exemple ici de décembre 2015. On était ici, à cet endroit-là. Vous voyez vraiment tout en bas, au creux, hein, au niveau de l'évolution du cours de l'once d'or. Et effectivement, à ce moment-là, on avait des positions vendeuses de hedging des commerciaux qui étaient quasiment à zéro. Donc c'était vraiment, à ce moment-là, un très très bon indicateur d'entrée sur le marché de l'or. Voilà, donc si pour le futur, bah, si vous voulez essayer voilà, d'améliorer le timing d'entrée, c'est très certainement un indicateur qu'il faut surveiller. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao.